Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information en continu du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, amis de la révolution progressiste et populaire, salut à tous et à chacun. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui déroule ce jour le tapis rouge à un expert du panafricanisme. Il est historien. Le professeur Nyaka Lagoke est avec nous. Professeur, bonsoir. Bonsoir Ismaël Ouedraogo. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Professeur, chaque fois quand vous mettez pied au Burkina Faso, quel est le sentiment qui vous anime? J'ai le sentiment d'être là où je dois être pour plusieurs raisons en tant qu'Ivoirien. Et puis surtout parce que un de mes héros de jeunesse était Thomas Sankara. Donc c'est toujours un plaisir particulier quand je suis au Burkina Faso à cause de ce que je venais de dire par rapport à son héritage. Thomas Sankara, vous l'avez dit tout à l'heure, professeur, vous avez pris vos vacances et vous avez opté pour le Burkina Faso. Est-ce pour vous un symbole fort que vous voulez donner au reste du monde sur le fait que le pays des hommes intègres est toujours fréquentable? Non, c'est toujours un pays fréquentable, surtout qu'il y a eu, je suis membre du mémorial Thomas Sankara, il y a eu donc l'inauguration qui a été faite grâce aux efforts du président capitaine Ibrahim Traoré, et donc je ne pouvais pas être là le 17 mai. Et donc, quand je me suis retrouvé en Afrique de l'Ouest, donc je voulais venir pour entendre ce qui se passe au niveau de la révolution populaire progressiste, et comment les Burkinabés se sentent, et aussi voir le mausolée. C'est pour cela que je suis ici au Burkina Faso. Et quand vous avez mis pied au mausolée Thomas Sankara, quel est le sentiment que vous avez eu? Oh, bon, c'est pas la première fois que j'ai été là-bas, que j'étais là en 2022. Donc, mais ça a changé maintenant, ce n'est plus comme avant. Oui, non, ça va, il y a eu du progrès. Ça va, il y a eu du progrès. J'ai vu le bâtiment, le grand bâtiment, j'ai vu les efforts qui ont été faits. Donc, ça nous a fait plaisir. C'est vrai qu'il reste beaucoup à faire, mais ça fait déjà plaisir de savoir que le mausolée est fonctionnel. Professeur, vous êtes au Burkina Faso pour vos vacances, mais aussi pour le mausolée Thomas Sankara, et puis encore voir un peu ce qui se fait au pays des hommes intègres. Vous êtes auteur de cette belle œuvre, on pourrait le dire ainsi, le panafricanisme d'hier à demain et la philosophie Ubuntu. Alors on va longuement parler de cet ouvrage, ça fait 455 pages. Vous savez, on a fait beaucoup d'émissions et on a demandé aux jeunes de lire. Vous, vous écrivez 455 pages. Est-ce que vous avez la chance d'être lu par la jeunesse africaine qui n'aime pas le livre aujourd'hui? Quand on écrit, j'ai écrit pour plusieurs raisons. Oui. Pour conter mon histoire, mon parcours dans l'engagement panafricain, et puis surtout à cause de la propagande que les Occidentaux font. Voilà, donc, dans le livre, il y a un chapitre où je parle des mouvements citoyens. Tout ce qui se passe dans les pays de l'AES, au Sénégal, au Kenya, dans toutes ces régions-là. Il fallait un regard critique panafricain d'un Africain qui croit en l'Afrique. Donc, parce que c'est pour cela qu'on a fait ça. L'autre raison, c'est de donner une opportunité à tous les chercheurs demain qui voudraient parler de ce moment de l'histoire de l'Afrique, de ne pas chercher à courir derrière toute forme de source. Et dans ce document, c'est une source que nous mettons à la disposition des chercheurs. Et nous avons espoir, grâce au travail de Burkina Info et de différents médias, que des gens s'intéresseront, qu'il y a une masse critique de personnes qui s'intéresseront au livre. Avant d'aller dans le fond du livre, est-ce que ça vous désole, vous, professeur, de voir que les jeunes d'aujourd'hui ne lisent plus? Oui, ça je peux le dire. Ça je peux le dire. J'étais au Sénégal en février-mars, et donc j'ai donné le livre à des gens, et puis bon, des mois plus tard, pas un seul ne m'a dit qu'il a lu le livre dans son entièreté. Alors que c'est des gens qui sont des grands intellectuels, ceux que j'ai rencontrés. Donc oui, ça désole, mais comme il faut toujours avoir espoir, et on estime qu'il y a quand même des gens qui le lisent, et donc on fera en sorte que les choses s'intéressent davantage à la lecture de cet ouvrage et de bien d'autres ouvrages. Oui. S'intéresser à la lecture, on a l'impression que les jeunes d'aujourd'hui sont plus accros aux réseaux sociaux, entre autres. Est-ce que c'est l'occasion pour vous de passer un message à cette jeunesse-là? Oui, bon, parce que les réseaux sociaux passeront un jour. Voilà. De la même façon, on ne les connaissait pas il y a 15 ans. Les réseaux sociaux vont passer un jour. Et le livre
ça sera là depuis, ça va être là encore pendant des centaines d'années. Tôt ou tard, on aura besoin de cette forme de documentation pour pouvoir archiver et pour pouvoir se souvenir de ce que, des différents moments de l'histoire. Donc, mais voilà, on garde l'espoir et les choses se passeront comme cela doit se passer. Est-ce que mieux connaître l'histoire du continent africain peut être une source de démotivation même des luttes que l'on mène aujourd'hui? Je suis d'accord avec vous, monsieur. C'est un peu pour cela que nous avons écrit. Aujourd'hui, tout le monde est excité par rapport à l'AES. C'est une bonne chose. Mais la plupart de ceux qui sont excités par rapport à l'AES ne savent pas qu'il y a eu l'Union Ghana-Guinée-Mali. Ils ne savent pas qu'il y a eu la tentative de la Fédération du Mali. Ils ne savent pas qu'il y a eu la tentative de l'Union Ghana-Congo avec Lumumba et Gbagbo, et Lumumba et Kwame Nkrumah. Ils ne savent pas que la Tanzanie est une fusion de Zanzibar et de Tanganyika. Donc, c'est ce que ils ne savent pas, par exemple, qu'il y a eu le Central African Federation de 1953 à 1963. Ils ne savent pas comment est-ce que l'Afrique occidentale française fonctionnait. Donc il faudrait que c'est notre travail, et on parle un peu de tout cela ici, que les gens, les intellectuels s'impliquent dans ce débat pour amener les jeunes à comprendre que ce qui se passe avec l'AES, ce n'est pas la première tentative. Et on veut qu'elle réussisse. Ils doivent aussi se souvenir de ce qui s'est passé dans le passé. Mais on vous en veut, vous qui êtes historien, de ne pas faire assez pour qu'on sache l'histoire du continent africain. Non, ben moi j'ai le privilège d'être universitaire, mais avant d'être universitaire, j'ai été journaliste. Et puis, après, dans le cadre de mes activités, à cause de la crise ivoirienne, je suis un analyste politique. Donc j'interviens régulièrement sur les médias. Mais je parle des historiens de façon générale. Non, j'arrive. Oui. Donc je parle de moi d'abord, comme c'est à moi que vous avez posé la question. Et donc ça c'est moi. Donc ça me donne la possibilité d'utiliser tous les moyens pour communiquer, pour faire passer les messages. Quand on est ici, c'est cette opportunité, donc on vous apprécie pour cela. Une des faiblesses de beaucoup d'intellectuels africains, ils restent prisonniers dans les carcans des amphithéâtres et de l'ambiance universitaire. Et puis, ils ne savent pas toujours comment faire pour que le message qu'ils ont, ou bien leurs écrits, ou bien leurs recherches, que cela soit su au-delà de l'ambiance universitaire. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens comme les Achille Mbembe, les Felun Sarr, Suleiman Bachir Diagne et bien d'autres qui communiquent très bien en utilisant les réseaux sociaux et qui utilisent les médias pour pouvoir faire passer les messages. Alors, vous l'avez dit, vous êtes historien, vous avez été journaliste en Côte d'Ivoire. On se rappelle de votre passage dans ce journal sous Laurent Gbagbo, Le Nouvel Horizon. Est-ce que depuis cette période à aujourd'hui, vous êtes resté proche d'un certain Laurent Gbagbo? Oh, bon, mon attachement à Laurent Gbagbo, on m'a jamais posé cette question. C'est une très bonne question d'ailleurs, mais je vais y répondre. Apparemment, c'est une question un peu sensible à votre niveau. Oui, c'est un peu sensible, mais je vais quand même répondre. Quand j'étais jeune, Laurent Gbagbo, c'est vrai qu'il y a Thomas Sankara, Rawlings, Mandela parmi les vivants, et bien sûr Laurent Gbagbo, qui était repère par rapport au combat, bien sûr, Kwame Nkrumah, qui avait déjà transitionné de l'autre côté. Donc, j'ai eu un attachement émotionnel avec le président Laurent Gbagbo et puis un attachement idéologique parce que pour nous, sa génération avait la responsabilité de faire avancer l'histoire de l'Afrique. Et donc, étudiant, quand j'étais à l'université, qu'il y a eu la grève, l'un des premiers tracts que j'ai écrit, qui est sorti d'ailleurs le 25 février 1990, je l'ai écrit, dedans, quand je demandais je disais que les étudiants demandaient le multipartisme. Quand je l'ai écrit, j'avais en tête Laurent Gbagbo, celui qui était notre repère. Et, donc, et puis après, je travaillais dans son journal. Et puis, donc, il y a eu des dissensions d'approche. Bien que jeune, il y a des choses que je ne comprenais pas. Je suis parti de son journal, mais j'ai toujours soutenu son combat, mais avec une certaine distance. Voilà, parce que pour moi, le panafricanisme devait être un élément important dans son combat. La façon dont la crise ivoirienne a été gérée, malgré tout ce qu'on reproche à Alassane Dramane Ouattara, le fait qu'il n'ait pas dit la vérité sur sa nationalité, à un moment donné, pour moi, j'estimais que le président Laurent Gbagbo avait la responsabilité de prendre les actions
qu'il fallait, sans attendre que cela vienne de l'Afrique du Sud, à travers Thabo Mbeki, pour régler la crise ivoirienne. On se rappelle des accords de Ouagadougou qui ont permis la tenue des élections de 2010 en Côte d'Ivoire. Oui, il y a eu des accords en 2007. Il y en a eu tellement, il y a eu tellement d'accords de paix pour la Côte d'Ivoire. Mais je veux qu'on reste encore une fois de plus sur le cas Laurent Gbagbo. Votre rupture, c'est à partir de quelle période? Bon, je ne dirais pas tellement une rupture, parce que tout ce que je fais, c'est ça la réalité aussi. Je parlais de Nkrumah, de Sankara, de Mandela. Tout ce que je fais, parmi les êtres humains que j'ai connus, moi ou vivants, Laurent Gbagbo a été un grand repère pour moi. Ça, je ne peux pas le cacher. Ceux qui me connaissent savent cela. Mais comme je l'ai dit, j'étais déjà dans son journal quand, malgré toute l'admiration que j'avais pour lui, que j'ai pour lui, on s'est rendu compte que les choses allaient être un peu difficiles. Et par exemple, la question de la relation entre l'Afrique et la Côte d'Ivoire, moi, déjà, ça nous préoccupait. Et puis, quand il a pris le pouvoir, il n'a pas eu le courage de la rupture avec la France. Quand il a survécu à la tentative de coup d'État en 2004, on estimait que c'était un moment crucial dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce que les Ibrahim Traoré sont en train de faire aujourd'hui, les Assimi Goïta et bien d'autres, on estimait que Laurent Gbagbo a raté cette opportunité historique. La période en 2004, c'était le moment. Mais on se rappelle aussi que dans ces années 2000-là, on a senti ce qu'on a appelé les escadrons de la mort. Il y avait tellement de choses autour du pouvoir de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes démarqué de tous ces agissements-là? Bon, c'est-à-dire que moi, mon parcours est clair. Hein. Si vous avez l'occasion de faire vos recherches, mon parcours est clair. Je parle de la façon dont je parle ainsi. Et très peu de personnes proches de Gbagbo Laurent parleraient de lui de cette façon. Donc ceux qui me connaissent, quand j'étais même jeune, déjà j'ai écrit des articles dans son journal où j'ai exprimé vos contradictions. Ça n'a pas de débat. Ça, ceux qui me connaissent, c'est comme ça que je suis. Vous n'êtes pas un béni oui et non, vous ne l'avez jamais été. Jamais. Okay. Alors que j'ai une très grande admiration pour lui. Oui. Ceux qui me connaissent savent cela. Quand il y a eu la crise ivoirienne en 2010, quand j'étais aux États-Unis, quand j'ai eu l'occasion de faire les différentes interviews, que la plupart des gens qu'il a nommés ou des gens sur qui il comptait, qu'il a préféré par rapport à quelqu'un comme moi, parce que je suis quelqu'un qui aime dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, quand ils ont tous fui, je fais partie des rares personnes à tenir le flambeau de la résistance et de la souveraineté aux États-Unis pour la Côte d'Ivoire. Mais quand je le faisais, je n'ai jamais dit de ma bouche que Gbagbo a gagné les élections, parce que je n'avais pas d'évidence. Vous avez dit quelque chose qui a retenu mon attention, préféré des gens. Est-ce à dire que vous avez voulu faire partie de son équipe pendant les 10 années de pouvoir? Non, c'est-à-dire que moi, j'étais aux États-Unis. Est-ce que vous avez consulté? Non, je vais répondre à cela. Je vais répondre. Quand j'étais aux États-Unis, je n'ai jamais rêvé que Gbagbo Laurent me nomme. Mais, humblement, je fais partie de ceux qui sont sincères par rapport au combat. Voilà, c'est ça ma vie. Voilà, de ce que je fais aujourd'hui pour les gens de l'AES, pour Ousmane Sonko, pour tous ces gens-là, personne ne me paye, personne ne me le demande. Je le fais au nom du combat. Imaginez, quand la Côte d'Ivoire, représentée par Gbagbo, souveraine, a été attaquée. Ça a été sur les réseaux sociaux, ça a été sur Internet. Mais donc, ce que les leaders africains ne comprennent pas, c'est-à-dire que quand ils prennent le pouvoir, ils pensent qu'ils sont subitement... ils ont un manteau, une aura de divinité, au point que il y a très peu de choses qu'on peut le dire. Ou encore, ils ont tellement la science infuse qu'ils savent que c'est ce qu'il faut faire à eux seuls ou avec les gens avec lesquels ils travaillent. Ils nous reviennent. Oui. Donc, bref, j'étais aux États-Unis. Quand il y a eu la crise en 2002, j'ai été mis à contribution, interpellé par l'histoire et par les moments et les conditions. 2004, la même chose. 2010, 2011, depuis. Le seul livre qui a été écrit sur le procès de Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo's trial and the indictment of the International Criminal Court et Pan-African Victory. C'est moi qui l'ai écrit en anglais. Il n'y a pas un autre livre qui soit écrit en anglais sur le procès de Laurent Gbagbo, ce qui veut dire le procès de Laurent Gbagbo et l'inculpation de la Cour pénale internationale de justice, une victoire panafricaine. Vous voyez. Donc, mais ça, si vous vous demandez, est-ce que j'ai eu un coup de fil des gens de Gbagbo lui-même par rapport à cet ouvrage? Non. Pour que vous imaginiez c'est-à-dire la dimension de la nature des relations que j'ai avec Gbagbo et son équipe. Mais moi, je suis interpellé par l'histoire.
et par rapport à mon engagement pour le panafricanisme. Qu'ils me reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas, ce que je fais pour l'histoire, les traces sont là. Nul ne peut l'effacer. On a l'impression que vous avez tout de même des remords. Parce que quand vous dites, toutes les personnes qui ont travaillé avec lui ont fui le laisser, vous étiez l'un des rares encore à mener le combat pour le panafricanisme, on a l'impression que vous n'avez pas été suffisamment bien payé. Il vous a remercié en monnaie de singe pour tout le combat que vous avez mené. Je ne dirais pas que je n'ai pas été bien payé. Quand on parle de bien payé... C'est pas numéraire, hein, cela s'entend. Si je pas de bien payé, on pourrait passer à cette affaire d'argent. Oui. Non, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que j'ai eu des comment on disait, des rapports distendus avec son administration. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, la question est difficile parce que comment parler de cette affaire sans qu'on ne me voit comme quelqu'un d'arrogant? C'est ça la difficulté que j'ai. Ce n'est pas de l'arrogance. J'arrive. Oui. C'est ça la difficulté que j'ai, mais je vais y répondre. C'est-à-dire que dans le combat que nous menons, on parle de Gbagbo, on va venir tout à l'heure sur Ibrahim Traoré, tout à l'heure. Voilà. Dans le combat que nous menons, il y a des gens qui ont montré de la passion pour l'Afrique, vous comprenez? Et puis qui ont vécu. Je suis venu au Burkina Faso, ce n'est pas le Burkina Faso qui m'a amené ici. Je suis allé, quand je vais au Sénégal ou au Ghana, ce n'est pas les gens qui m'invitent tout le temps. C'est moi-même. Vous payez votre billet. Moi-même, mon billet, je suis allé au Sénégal l'année dernière au moins 4 fois pour essayer de parler avec les leaders du PASTEF par rapport à comment est-ce qu'on voit leur responsabilité historique par rapport au contexte africain. C'est ce que j'ai voulu faire avec le Burkina ici et je suis venu. Vous avez pu les rencontrer au Sénégal ou ici? Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai rencontré l'ancien Premier ministre qui m'a honoré de sa rencontre parce que par le touchement de Jean-Baptiste Guatin, qui est son étudiant, je parle de l'ancien Premier ministre Apollinaire. Donc, en tant qu'intellectuel, nous avons discuté par rapport à comment est-ce qu'on voit la révolution populaire progressiste. Donc, voilà, c'est tout. Mais je vais dire que, pourtant, il y a des gens qui sont dans le folklore, ou encore des gens qui sont beaucoup plus audibles, que les gens reçoivent, ou encore, quand je vois le président Ibrahim Traoré parler de Charles Onana, que nous tous nous admirons, ben, la question est de savoir qu'est-ce que Charles Onana a fait pour la révolution burkinabé, pour le peuple burkinabé, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Or, ce travail-là, quand vous faites vos recherches, j'ai toujours été un ami du Burkina. Ça fait plus d'une trentaine d'années. Voilà, pour que vous compreniez, de Gbagbo à Traoré ou à Sonko, le pouvoir politique africain a sa façon de fonctionner, mais nous faisons notre travail. Vous êtes vraiment un enseignant, on sent que vous tournez autour de la question. Moi, je pose des questions directes, vous répondez directement, pas malheureusement. Je reviens là-dessus. Pendant les 10 ans de Gbagbo, est-ce qu'il vous a consulté, mais vous avez voulu faire partie de son équipe et ça n'a pas été le cas? Bon, et c'est ce que je suis en train de répondre. Et j'ai répondu. Vous tournez trop, en fait. Moi, mon travail, là, c'est de servir l'Afrique. Non, là, vous voyez, vous êtes encore en train d'aller dans le panel. Parce que vous tournez autour de la question, ça ne nous avance pas. Est-ce que vous a contacté, oui ou non? Mais vous avez voulu travailler avec lui, ça n'a pas été le cas. Non, j'ai voulu travailler avec lui. Voilà qui est clair. Non, mais quand on dit travailler, il faut comprendre la définition des contextes, des termes. Quand on dit travailler dans le contexte africain, c'est comme quelqu'un qui cherche à avoir un poste. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ce que je suis en train d'expliquer. J'étais étudiant. Je n'avais pas forcément besoin d'être dans une administration. Je veux servir et je veux que les leaders africains comprennent qu'il existe des gens comme moi qui peuvent s'engager dans le combat panafricain, pas forcément par rapport à des avantages pécuniers ou bien par rapport à l'acquisition ou à l'obtention d'un boulot. C'est de ça que je suis en train de parler. Oui, j'aurais aimé. C'est ce que je suis en train de dire quand je parlais du livre. Ce que j'ai fait en 2011, ce que j'ai fait en 2004, ce que j'ai fait en 2002, j'aurais voulu avoir la caution morale de Gbagbo pour avoir plus de poids pour que je puisse mieux l'aider. Et ça n'a pas été possible. Et il a donné cette caution morale à d'autres personnes qui n'ont pas été à la hauteur des défis. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà qui est clair. Laurent Gbagbo, la crise post-électorale, 3000 morts. Malheureusement, nous avons tous... Il y a eu plus que 3000 morts. Enfin, nous tenons compte des chiffres. C'est les Occidentaux qui balancent ce chiffre. Bon, voilà. Donc, on a parlé de plus de 3000 morts. On a tous été vraiment choqués de voir ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire retombe dans des élections en 2025. La question de l'alternance au sommet du pouvoir d'État, est-ce que ça vous préoccupe pour notamment l'après Alassane Ouattara et le fait aussi qu'on parle d'élections ouvertes, il faut donner les mêmes chances à tous les candidats? Oui, là, il n'y a même pas de débat à ce niveau. C'est sûr que la crise ivoirienne existe depuis cette crise-là, depuis 1990. Donc depuis au moins 30 ans. Vous voulez dire que l'après Houphouët-Boigny a été mal géré par la Côte d'Ivoire?
Oui, quand les gens disent là, c'est comme si les gens veulent exculper Houphouët-Boigny. Or, c'est lui qui est le premier responsable de la crise ivoirienne. Ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas Gbagbo Laurent, ce n'est pas Bédié. C'est Houphouët-Boigny qui est le premier responsable de la crise ivoirienne. Il faut que les gens aient le courage de le dire. C'est lui qui a conçu un pouvoir et qui estimait que les Akans devaient diriger la Côte d'Ivoire. Il a dirigé pendant 33 ans. En partant, il s'est fait remplacer par un Akan. Et les Akans, dans l'exercice de leur pouvoir, ont pensé qu'ils devaient s'allier aux gens du Nord. C'est cette alliance-là, Akan-Nord, qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 33 ans. Et donc, dans cette logique ou dans cette conception du pouvoir ethnocentrique ou bien du pouvoir tribal, les gens du Nord ont estimé qu'après le départ de Félix Houphouët-Boigny, c'était leur tour de diriger. Ils ont vu M. Ouattara, pour eux, c'était leur champion. Qu'il soit ivoirien, qu'il soit burkinabé, ce n'était pas important. Il fallait qu'ils aient accès au pouvoir d'État. Voici ce qui s'est passé. Et donc, naturellement, comme lui-même n'a pas fait le travail qu'il devait faire, je parle de Félix Houphouët-Boigny, un peu comme ce que Senghor a fait quand il a préparé la transition, quand il a décidé de partir, alors qu'il pouvait encore rester au pouvoir, et que Diouf est venu, même s'il y avait encore cet état néocolonial au Sénégal, mais la transition de Diouf, du président Senghor à Diouf est différente de ce qui s'est passé de Houphouët-Boigny à Henri Konan Bédié. Oui. Donc voilà aussi qu'il faut savoir. Il y a eu Bédié, il y a eu Robert Gueye, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. Apparemment, on a l'impression que chaque ethnie veut diriger la Côte d'Ivoire pour une bonne période. Est-ce que c'est ça qui tue aujourd'hui la cohésion sociale en Côte d'Ivoire? Oui, bon, dans le cas de Gbagbo, même s'il y avait certainement des relents tribaux autour de son pouvoir, on ne peut pas dire que Laurent Gbagbo a voulu gouverner la Côte d'Ivoire pour les Bété. Moi, je suis Bété. Pour que vous compreniez. Voilà, donc, puis des pétés comme moi, il y en a beaucoup comme ça, qui n'ont pas forcément été associés d'une façon ou d'une autre. Mais, effectivement, Gueye Robert était au pouvoir, on a entendu les gens de l'Ouest, du Grand Ouest, dire que, bon, c'était le tour. Avec Henri Konan Bédié, on a entendu, c'est vrai que les gens se plaignent aujourd'hui de ce que Alassane Ouattara a fait, ce que je dénonce, le pouvoir ethnocentriste des gens du Nord qui ont promis l'idéologie de la charte du Nord, pour contrecarrer l'idéologie de l'ivoirité, parce qu'il faut que les gens sachent que ce sont ces deux idéologies qui ont conduit la Côte d'Ivoire dans la crise. Ce n'est pas seulement que l'ivoirité. J'ai écrit tout cela dans ce livre. Donc l'idéologie de la charte du Nord a émergé sur la scène en 1990 pour soutenir M. Alassane Dramane Ouattara. C'est exactement ce qu'il est en train de faire quand il devient président, en utilisant les moyens de la force, où il estime qu'il faut mettre à tous les postes importants en Côte d'Ivoire les gens de ce groupe ethnique ou même de ces groupes ethniques. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Et cela, naturellement, ne fait que fragiliser la Côte d'Ivoire, que je considère que lui-même, M. Ouattara, appelle la Côte d'Ivoire l'Afrique en miniature, que moi j'appelle le microcosme des États-Unis d'Afrique. Microcosme des États-Unis d'Afrique, vous parlez beaucoup des autres, mais j'ai l'impression que quand vous voulez parler des BT, comme vous êtes BT, comme Gbagbo Laurent, là vous nuancez un peu les choses. Non, pourquoi pas? Vous connaissez mes amis? Vous ne connaissez pas mes amis? Mes meilleurs amis ont toujours été des Akans, ont toujours été des gens du Nord. Vous ne me connaissez pas, c'est pour cela que vous parlez ainsi. Moi, je ne suis pas tribal. Je n'ai jamais été tribal. Et donc, j'étais jeune quand on parle de Thomas Sankara. Donc, imaginez, tous ceux qui me connaissent, j'étais jeune dans les années 80, Sankara était mon repère. Donc, les affaires de Ivoiriens burkinabés, je n'ai même pas... Et dans ce livre-là, le chapitre 8 que j'ai écrit sur la Côte d'Ivoire, quand vous allez le lire, vous allez voir que les questions de Tidiane Thiam, par rapport à sa nationalité, oui. Les problèmes dedans même, je parle des gens qui s'appelleraient Compaoré, qui ont le droit d'être ivoirien, ou Drago, qui ont le droit d'être ivoirien. Ça, je l'ai écrit dans le livre. Parce qu'il y a des Burkinabés qui sont arrivés en Côte d'Ivoire avant même les indépendances. Oui, c'est-à-dire que le problème, le problème de la Côte d'Ivoire, de Burkina Faso, oui. Je parle de cela. Pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les États du Sahel. C'est une très bonne chose. Donc, on apprécie cela. Que j'ai découvert, par exemple, quand j'ai rencontré l'ancien Premier ministre, qu'il avait écrit un article il y a plus de 20 ans où il estimait qu'il était plus facile de bâtir la Fédération du Sahel que de bâtir l'unité de l'intégration régionale au sein de la CEDEAO, au sein de l'UEMOA. CEDEAO, UEMOA. Il l'avait écrit, donc c'est des choses que je ne savais pas. Mais pour moi, s'il y a en anglais on dit nucléaire, s'il y a un noyau qui va accélérer l'unité de l'Afrique de l'Ouest, là, c'est la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et ça, je l'ai écrit dans le livre. Personne ne peut séparer ces deux pays-là. Non, ça, je l'ai écrit dans le livre. Oui. Voilà. Donc ça, c'est ma vision. On n'aura peut-être pas le temps d'élaborer cela, c'est ma vision. Et donc,
comme j'ai eu cette épiphanie quand j'étais en Allemagne en 1900, quand j'étais là-bas en 1994, donc pour moi, que l'Allemagne et la France, selon le discours de Hans-Dietrich Genscher, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, qui estimait qu'il y avait des intellectuels des deux pays qui estimaient qu'il fallait que ces deux pays viennent ensemble pour bâtir l'Union européenne. L'Union africaine. Non, l'Union européenne, l'Allemagne et la France. L'Allemagne et la France, voilà, ok. Parce que à chaque fois qu'il y a eu la guerre, la première et la deuxième, ces deux pays, à chaque fois, étaient opposés, étaient de chaque côté. Et donc, depuis 1994, certainement guidé par l'intelligence de l'histoire, moi j'avais estimé que le jour où la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso arrivent à regarder dans la même direction, on allait accélérer l'histoire de l'unité africaine. Est-ce que ce n'est pas ce qui avait commencé, on se rappelle sous Gbagbo, Blaise Compaoré, avec le traité d'amitié et de coopération des conseils des ministres conjoints entre les deux peuples à un moment donné? Ça, c'était des choses symboliques. Oui. Ce que je dis, je parle des peuples. La notion de la diplomatie culturelle africaine, le rapprochement, les voyages d'intégration que les gens doivent effectuer. Pour parler un peu, pour parler de Jean-Paul Sagadou, qui est burkinabé, prêtre burkinabé, que j'ai rencontré et qui fait des choses extraordinaires, qui a mis sur pied les voyages d'intégration africaine où il réunit une cinquantaine de jeunes chaque année. On reviendra. Ce genre de choses au niveau de la Côte d'Ivoire du Burkina pour essayer de réduire les dissensions afin de pouvoir jeter les bases de l'unité africaine. Ça c'est important, on reviendra là-dessus parce que vous avez parlé de culte. Votre livre est tellement riche, il y a tellement de bonnes choses là-dedans, on va revenir là-dessus tout à l'heure. J'aimerais quand même reposer la question. Est-ce que vous êtes inquiet pour 2015 et 2025 pour la Côte d'Ivoire? Bien sûr que je suis inquiet. Vous êtes, en tant qu'Ivoirien, est-ce que vous avez des insomnies? Est-ce que vous avez peur de lendemains difficiles comme ce qu'on a connu en 2010? Oh oui, bien, bon, je suis inquiet, mais en même temps, j'ai une foi assez exceptionnelle dans le destin de mon pays. Okay. On pourrait passer des choses difficiles, mais la Côte d'Ivoire sera la Côte d'Ivoire, elle sera debout, elle va porter le fardeau de l'unité africaine. Blé Goudé, Guillaume Soro, Tidjane Thiam, entre autres, est-ce que vous pensez que tout le monde mérite d'avoir les mêmes chances pour 2025? Non, il n'y a même pas de débat à ce niveau. Ouais. Voilà, ce que M. Ouattara a vécu, qui n'a pas aimé et qui a été dénoncé par beaucoup, et ce pourquoi il y a eu de la sympathie pour lui, il ne peut pas le faire aux autres. Okay. On ne remplace pas une vengeance par une vendetta. On ne remplace pas l'ivoirité par la charte du Nord. On ne souffre pas d'exclusion pour venir être l'architecte de l'exclusion. Ça, c'est sûr. C'est ainsi que je parle partout où je passe. Parlons maintenant de l'alternance. 15 ans de pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il est victime de l'usure aujourd'hui? Il doit laisser la place à quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que, bon, une des difficultés, c'est vrai que les Occidentaux nous ont envoyé cette limitation des mandats. Okay. Donc aujourd'hui, tout le monde parle de cela. Donc je suis d'accord pour le principe de la limitation des mandats. Les Occidentaux, est-ce que vous êtes un occidental? Non, 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 je dis ça parce que aujourd'hui, tout le monde dit après 2 mandats, il faut partir. Ce que je veux juste dire, c'est que les gens qui sont au pouvoir en Afrique, que ce soit M. Ouattara, que ce soit Faure Gnassingbé au Togo, Paul Biya, oui. Ou bien Moussa Beni, Théodore Obiang Nguema. Ce que les gens doivent comprendre, parce qu'en Côte d'Ivoire, on était avec Houphouët-Boigny pendant 33 ans. Donc si les leaders africains font le travail, c'est les populations même qui vont leur dire de rester au pouvoir même pendant 100 ans. S'ils sont au pouvoir, et qu'on a le sentiment que, enfin on appelle ça, ils sont au pouvoir, et puis il y a une certaine forme d'inclusion de toutes les couches socio-professionnelles ou ethniques d'un pays impliquées dans le développement. On va leur donner 100 ans ou 200 ans au pouvoir. La question, ce n'est pas tellement la limitation des mandats, c'est la vision qu'ils ont. Très souvent, les visions sont grégaires, sectaires, et ça donne de la précarité dans la dévolution des sociétés. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le cas de M. Ouattara, pendant 15 ans, il a estimé qu'il fallait mettre les gens du Nord au pouvoir partout, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est une nation multiculturelle et multiraciale, que j'appelle le microcosme des États-Unis d'Afrique, que lui-même il appelle l'Afrique en miniature, on ne peut pas avoir cette logique. Donc le reproche que vous faites à M. Ouattara en tant que président, c'est le fait qu'il ait placé plus les gens du Nord, mais pas sa gouvernance en tant que telle. Non, non, bien sûr, j'ai parlé de vision. Oui. La vision, il a une vision néolibérale. Et nous, on est contre cette conception. Parce que quand on vous, c'est qui quand vous dites nous, vous faites allusion à qui? Nous, les fils d'Afrique, les patriotes d'Afrique. Vous ne pouvez pas parler au nom de tout le monde. Non, non, j'arrive. Je peux me permettre de le faire. À cause de mon parcours. Voilà, je peux le faire. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand je vais au Sénégal, et je vois les Sénégalais, les ponts à péage, les gens sont contents. Quand je parle avec les Ivoiriens, les gens parlent des ponts à péage, des belles infrastructures. On apprécie cela, mais de façon modérée, de façon limitée.
Parce que ce sont les multinationales, l'argent des péages, là. Ce sont les multinationales qui prennent cet argent. Les différents ponts. Donc, la question que nous nous posons, quelle politique nous allons mettre sur pied pour décoloniser l'économie de la Côte d'Ivoire à ce niveau-là? M. Ouattara n'est pas en train de le faire. Donc, ce n'est pas seulement que sa vision ethno-tribale de la politique, mais c'est aussi surtout sa vision néolibérale pour nous qui est contre l'idée d'un développement auto-centré endogène africain ou encore un développement qui s'appuierait sur la vision Ubuntu et qui mettait l'accent sur le rapprochement des peuples africains. Alors, est-ce que si vous devez faire une comparaison entre les 10 ans de Gbagbo et les 15 ans de Ouattara, qui a mieux dirigé la Côte d'Ivoire selon vous? Ok. C'est sûr qu'avec Laurent Gbagbo, il y a eu un laisser-aller au niveau de certains éléments de la gestion du pays. Et tout ne peut pas se faire, en fait, tout ne peut pas se mettre sous le couvert de la guerre. Ça c'est ce que je crois. C'est l'argument qui a le plus été utilisé, justement. Non, tout ne peut pas se mettre sous le couvert de la guerre. Okay. Et la non-réforme du système éducatif sous Gbagbo Laurent pouvait se faire, c'est-à-dire la réforme du système éducatif pouvait se faire même en contexte de guerre. C'est-à-dire que nous, c'est la remarque qu'on fait ici aux gens de l'AES. C'est-à-dire que combien de temps il faut à un pays, à un gouvernement qui prend le pouvoir pour faire la déconstruction du curriculum scolaire, pour qu'on enseigne la civilisation latino-américaine, on enseigne la civilisation nord-américaine, les luttes des indépendances. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, entre autres. Oui. Combien de temps il faut pour pouvoir déconstruire le système éducatif, pour enseigner les travaux de Cheikh Anta Diop, de Joseph Kizerbo, ou encore de tous ces éminents intellectuels-là, qu'on ne connaît pas, ou même pour enseigner l'histoire du panafricanisme. Il ne l'a pas fait. Et c'est la même remarque que je fais aux gens au pays de l'AES. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas mettre tout sous le couvert du fait qu'il y avait la guerre, donc on ne peut pas faire ceci, cela. Il y a eu des fausses perspectives, des faux choix. Mais au moins il a le crédit d'avoir permis de tenir l'État de Côte d'Ivoire. Il a payé les salaires dans un pays divisé en deux, avec toutes les puissances impérialistes contre lui. Ça, au moins, c'est un crédit qu'il faut lui donner. Voilà. Maintenant, M. Ouattara est venu. Et donc, c'est que lui-même, il a contribué à détruire, parce que c'est ça la réalité. C'est lui qui a envoyé la guerre avec le soutien de Blaise Compaoré ou avec ses rebelles. C'est que lui-même a contribué à détruire. Il a essayé de le réparer. On apprécie cela. Mais ce qu'on dit, il aurait pu mettre l'accent sur le développement endogène. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de champions locaux de l'économie. C'est une économie extravertie. On ne bâtit pas un pays avec une économie extravertie. Ça, on l'a dit. Gbagbo n'a pas suffisamment contribué à la décolonisation, peut-être à cause de la guerre, mais certainement parce qu'il a fait une erreur d'optique. Mais avec M. Ouattara, le développement, ce n'est pas ce qu'on voit. Voilà ce que je pense. Mais on apprécie les belles infrastructures hôtelières et les infrastructures routières. Mais même si ça appartient aux autres, mais on voudrait que ça appartienne aux Ivoiriens, aux Africains. Aux Africains, de façon générale, on parle de la canne de l'hospitalité. Oui, c'était un bon moment de fierté. Dans le livre, je parle de cela avec beaucoup de fierté d'ailleurs. Les infrastructures hôtelières, routières, la façon dont la canne a été organisée, ça, il faut lui donner le crédit à M. Ouattara pour ça. Et vous avez la 3e étoile, hein, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Oui, non, ça, il faut le crédit dans le livre. Je parle de cela avec fierté d'ailleurs. Venons-en à présent au document. Allons longuement dans votre livre, hein, le panafricanisme d'hier à demain et la philosophie Ubuntu. Alors, il y a une question qui revient de façon récurrente dans l'opinion. On pense que le panafricanisme est devenu finalement un fond d'escroquerie pour la plupart de ces intellectuels qui ont fui l'Afrique, qui reviennent généralement parce qu'ils sentent que l'herbe est plus verte, notamment dans les pays de l'AES. Que répondez-vous à ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils sont nombreux à venir ici parce qu'ils se disent, bon, comme on parle de révolution, on peut venir essayer de grignoter quelque chose et puis repartir? Oui, c'est un sentiment général et c'est une remarque que j'ai entendue. Ça vous choque d'entendre ça un peu? Non, mais je vais répondre. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir avec cette affaire, c'est que quand nous on était jeunes et qu'on luttait en suivant les Gbagbo, on avait à peu près le même débat. Les gens parlaient des militants de la 11e heure. Voilà, donc il y avait une espèce on parle de 25e heure maintenant. Merci beaucoup. Voilà. De la 11e heure ou bien de la 25e heure. De la 25e heure. Donc on attendait ce genre d'expression parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne se sont pas impliqués dans le combat. Et puis à un moment donné, quand ils pensent que les conditions sont favorables, selon leur perspective, ils se mettent dans le combat. Et un jour, j'ai posé une question, je ne la cite pas souvent, mais je vais la citer, à Simone Gbagbo.
quand le RDA de Ouattara avait été créé, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pense de la création du RDA. Elle m'a donné une phrase que je n'ai jamais oubliée de sagesse. Elle a dit que chacun fait son propre cheminement vers la lumière. Donc, ce n'est pas tous ceux qui viennent aujourd'hui qui sont opportunistes, ce n'est pas tous ceux qui viennent aujourd'hui qui veulent profiter. C'est certainement que c'était le moment pour eux pour s'éveiller à l'importance du panafricanisme. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des opportunistes et ceux qui sont au pouvoir doivent savoir qui était impliqué dans le combat avec le panafricanisme depuis longtemps et puis qui a été constant et puis qui a été sincère. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau. Est-ce à dire aujourd'hui que les dirigeants de l'AES notamment doivent se méfier surtout de tous ceux-là qui gravitent autour, qui sont là, qui parlent de panafricanisme, de révolution, alors qu'ils étaient totalement dans la démocratie ailleurs ou encore ils étaient dans d'autres grâces? Oui, moi, c'est sûr que quand on dirige un pays, il faut être prudent, ça c'est sûr. Je ne dirais pas qu'ils doivent se méfier parce que si quelqu'un arrive ici, bon, si le régime est véritablement un bon régime militaire, il suffit de faire les enquêtes pour savoir qui est qui. Voilà. Maintenant, si eux, et que ce soit les pays de l'AES ou encore d'autres dirigeants, se laissent avoir par les flatteries ou ceux qui vont leur faire miroiter beaucoup de choses et puis ils se font avoir, ça c'est leur problème. Mais je n'ai pas l'habitude de parler ainsi, mais je parle de moi. Parce que, et de moi et des gens que je connais, des gens qui ne sont pas ici, que vous ne connaissez peut-être pas. Quelqu'un comme Maurice Carnet, jamaïcain d'origine, qui est aux États-Unis, directeur de Friends of the Congo, qui a lutté, maintenu le combat pour l'héritage politique de Patrice Lumumba. Les Eder Beno, bien d'autres personnes de Enso Coalition, de Brown Becker. Quand il y avait la crise ivoirienne, voici ceux qui me soutenaient aux États-Unis. Et si ces gens-là arrivent ici, si les gens de l'AES ne les connaissent pas, ou vont pour s'accrocher à des gens qu'ils voient sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas été aussi constants que Maurice Carnet et mes amis, voilà, c'est la responsabilité des gens de l'AES. Pour vous donner une information, oui. Quand un jour j'étais en charge, je peux me permettre, comme vous posez ce genre de questions, j'ai parlé avec un ami qui est pilote et puis qui était lié, qui est du Niger. Je lui ai dit, bon, essaie de voir les gens du Niger pour voir ce qu'on peut faire avec eux. Et donc, il a contacté quelqu'un, je connais, je n'aime pas redire son nom, mais qui est le communicateur du gouvernement du Niger. Et l'information qui me revient, c'est que celui qui est le porte-parole du gouvernement du Niger demande à ce que moi, je fasse une sorte de gel honneur et que je donne toutes les preuves, moi, de mon engagement. J'ai trouvé cela comme une insulte. C'est vrai que c'est de l'inculture de sa part. Oui. C'est eux qui doivent nous chercher, ce n'est pas nous qui devons les chercher. Et on fait le travail on le fait avant qu'eux, ils prennent le pouvoir. C'est par rapport au combat de tous ces gens-là qui sont arrivés au pouvoir. Ce n'est pas à nous de courir derrière eux. Moi, je ne cherche pas à être membre du gouvernement d'un pays de l'AES, mais il y a des choses que nous avons faites. Si vous allez sur Internet, quand il y a eu la voie de révolution, bon, ou encore, je peux me permettre de le dire, nous avons lancé le Revival of Pan-Africanist Forum aux États-Unis, 2007. En 2012, sous mon leadership, nous avons lancé le Thomas Sankara Annual Conference aux États-Unis. C'est-à-dire que la conférence annuelle Thomas Sankara, là, s'il y a quelqu'un qui l'a lancé là, c'est moi, avec la famille Sankara et les amis dont je viens de parler, Maurice Carnet, Eder Beno et Brown Becker, tous ces gens-là, ou les gens du Social Worker Party. Quand il y a eu donc la révolution de 2014, des gens, bon, on a été sollicités dans les médias à cause de notre combat constant. Moi, je ne vais pas venir au Burkina Faso pour courir derrière quelqu'un, pour dire, ah bon, allez dire au capitaine Ibrahim Traoré, voilà ce que j'ai fait. Je ne peux pas le faire. Si eux ne me connaissent pas, le problème, c'est à leur niveau, c'est eux qui ne font pas leur travail. Donc, c'est la réponse que j'ai donnée aux gars du Niger. Et puis, je n'ai pas... Est-ce qu'ils nous ont pas... Dans le livre, je parle du Niger, je parle du Burkina, je parle du Mali, je parle du Sénégal. Si les leaders pensent qu'ils peuvent aller avec d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Moi, je fais mon travail par rapport à la postérité, par rapport à ma passion pour l'Afrique. Voilà ce que je peux vous dire. Quand vous dites c'est à eux de venir vers vous, ils ont quelle obligation de le faire? Mais c'est une très bonne question. Vous avez posé des grandes questions, mais cette question-là est l'une des plus lumineuses et je vais vous dire pourquoi. Nous, notre repère, avant Thomas Sankara, c'est Kwame Nkrumah. Notre repère, avant Thomas Sankara, c'est Nelson Mandela. Le combat pour la fin de l'apartheid, là, c'est un combat qui s'inscrit dans une vision panafricaniste. C'est ce que beaucoup de gens qui dirigent aujourd'hui ne comprennent pas. Ce qu'on fait là, c'est par rapport à l'Afrique, c'est pas par rapport à eux.
quand ils ne savent pas ceux qui peuvent les aider là, et on le fait quand même là, c'est pas par rapport à eux, c'est ce que j'ai fait par rapport à Gbagbo. Quand je faisais le combat, c'est pas par rapport à Gbagbo. Si je veux regarder ce que Gbagbo et son administration ont fait à des gens comme moi, je n'aurais jamais parlé de Gbagbo sur un plateau de télévision. Mais on le fait par rapport à l'Afrique. Alors, quand Kwame Nkrumah, le 10 avril 1953, fait son discours qu'il appelle « The Motion of Destiny », la motion du destin, où il dit qu'on est ici, this is our right to claim our independence. On est venu ici pour demander notre droit à l'indépendance. Et puis le Ghana devient indépendant quelques années plus tard, en 1957, dans son discours de minuit, en 1957, Kwame Nkrumah fait son discours. Dans ce discours, il y a 3 notions importantes, où il disait que we are going to demonstrate that the black man is capable of managing his own affairs. On est venu pour démontrer que le noir est capable de gérer lui-même ses propres affaires. C'est ça que les Ibrahim Traoré sont en train de faire aujourd'hui. C'est ça que les gens sont en train de faire à Assimi Goïta. C'est ce que les gens veulent essayer de faire au Sénégal. C'est ce qu'ils veulent faire au Niger. Pour nous, ce qu'on dit, leur repère là, oui, Sankara, mais le plus grand repère par rapport à tout cela, c'est Kwame Nkrumah. Depuis là, on n'entend pas le nom de Kwame Nkrumah et on ne voit pas les gens chercher à savoir comment Nkrumah a gouverné. Alors, dans ce discours, ce que j'appelle la capacité noire, la deuxième notion, c'est la personnalité africaine. Et la troisième notion, c'est ce qu'il a dit, que l'indépendance du Ghana est insignifiante tant qu'elle n'est pas liée à l'indépendance totale de l'Afrique. Donc, Nkrumah en 1957 avait compris que le devoir de responsabilité du Ghana, c'était de contribuer à la décolonisation du continent tout entier. Qu'est-ce qu'il fait? Il organise donc la conférence de tous les peuples africains en 1958. Quand il avait fait la conférence des États indépendants africains, avec les leaders politiques, et après il a essayé de voir tous les gens qui sont des syndicalistes, tous ceux qui luttaient là, c'est lui. C'est comme ça que Lumumba là, il n'était pas encore quelqu'un qu'Nkrumah a fait partie au Congo. C'est comme ça que France Fanon, qui représentait la révolution algérienne, c'est comme ça qu'il était à la conférence de 58. Des Blancs, tous ces gens-là, de l'Afrique Sud, étaient à cette conférence, près de 300 personnes. Cette conférence-là a accéléré l'histoire de l'indépendance. C'est ce qu'on veut que les gens de l'AES comprennent. Qu'ils ont un devoir de responsabilité. Une histoire. Oui. Et que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bien, oui, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a eu déjà ce qu'on appelle en anglais the best Pan-African practices, les meilleures pratiques panafricanistes. Oui. Et Nkrumah l'a démontré. On se demande à ce qu'ils essaient d'émuler cela pour que nous tous, là, on puisse les aider au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Il y a un élément aussi qui revient dans l'actualité régulièrement. Vous qui êtes des panafricanistes, vous défendez le continent africain et autres, mais vous vivez à l'étranger. Oui, les gens disent ça. Mais ce que les gens ne comprennent pas, le panafricanisme est né où? C'est né dans les Amériques. Kwame Nkrumah dont on parle là, il a fait 10 ans à l'étranger. Il a été à Lincoln University, l'école où je fréquente. Il a été en Angleterre. Et quand c'est Kwame Nkrumah, Azikiwe, qui est devenu le premier président du Niger, qui était aussi un grand champ du panafricanisme, il a été où? Aux États-Unis. Donc c'est un faux procès. Bien sûr que c'est un faux procès. C'est parce que beaucoup de gens sont ignorants. Là, on n'a pas envie de parler ainsi. Donc c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la notion du Back to Africa Movement, la notion du retour en Afrique. Mais ça peut être physique, ça peut être émotionnel. Donc, moi, je suis ici, là. Je suis venu ici, là, pour parler avec vous. Et puis, parler avec les uns et les autres pour savoir ce qui se passe au Burkina. Je le fais pourquoi? J'aurais pu faire comme d'autres et rester aux États-Unis, ne pas chercher à connaître l'Afrique. On vous reproche aussi d'être là-bas. Pourquoi ne pas rentrer, mener le combat sur le continent africain? Non, mais si, moi, j'ai un boulot aux États-Unis. En Afrique, il n'y a pas de boulot? J'arrive. En Afrique, il n'y a pas de boulot pour vous? Non, moi, personne ne m'a fait une offre. Ni Gbagbo, dont vous parliez tout à l'heure. On ne parlera pas que de Gbagbo. Non, j'arrive. Ni Gbagbo, oui, ni Ouattara. Est-ce que vous avez voulu enseigner dans les universités africaines, on vous a rejeté? Non, bien sûr. Ben, j'ai essayé au Ghana. Vous avez essayé Non, bien sûr au Ghana. Et en Côte d'Ivoire, on vous a rejeté? Non, au Côte d'Ivoire, à cause des conditions politiques. Et au Burkina Faso, vous avez tenté? Non, je n'ai pas tenté. Donc, il y a quand même des opportunités en Afrique? Non, bien sûr qu'il y a des opportunités en Afrique. Mais ce que je vais dire, il y a des opportunités en Afrique. Peut-être que c'est le dollar qui vous a poussé à être aux États-Unis finalement. C'est ce que les gens disent. Les gens non, ce n'est pas une affaire de dollar. Moi, quand j'étais en train de vouloir aller à Lincoln University, j'avais la possibilité de travailler au Ghana. Et ma préférence, c'est que je voulais rentrer. Comme j'avais été beaucoup trop aux États-Unis, donc je voulais rentrer. Donc mon choix même, c'était le Ghana. Mais c'est parce que les Ghanéens ne m'ont pas appelé à temps. Et puis là, on m'avait déjà pris.
Sinon, moi, c'est pour tout ça que je viens. Comme pour terminer, l'année dernière, comme j'ai dit, j'ai fait 4 ans et je suis venu au Sénégal 4 fois l'année dernière. Donc, je suis là. Donc, je vis aux États-Unis, mais je suis fréquemment sur le continent. Oui, mais quand est-ce que vous allez rentrer définitivement en Afrique? C'est la question qu'on vous pose là. Tout le temps, c'est bien d'être là, mais quand est-ce que vous rentrez en Afrique? Non, je vais rentrer. C'est quand? Bon, si je savais, j'allais vous le dire. Mais je vais rentrer. Parce qu'on a l'impression que les velléités de retour définitif... Non, mais c'est pas moi. Moi, c'est pas moi. C'est parce que vous ne me connaissez pas. C'est pas moi. Vous ne me connaissez pas, c'est tout. Donc, quand quelqu'un passe son temps à écrire cela, c'est pas parce qu'il a envie de mourir aux États-Unis. Tout ce que je suis en train de dire là, je veux que les Africains m'écoutent, c'est pour ça que je suis ici. Donc, je cherche la meilleure opportunité pour me retrouver en Afrique. Que ce soit... C'est quoi une meilleure opportunité selon vous? Donc, juste un boulot simple pour payer les factures et puis de ne pas dépendre des gens. Ben vous donnez cours comme tout le monde. Vous avez un PhD, donner des cours dans les universités comme tout le monde, ça peut vous permettre de vivre. Non, non, mais je veux dire que si les gens ne font pas une offre, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Si les gens ne font pas une offre, on ne se lève pas comment pour venir dire je vais vous enseigner, payez-moi. S'il n'y a pas une opportunité, je ne vais pas le faire. Mais ce que je veux dire pour l'instant, je suis en Amérique, on fait le travail que nous sommes en train de faire. On montre notre attachement à l'Afrique. Je suis aux États-Unis, sans se vanter. Le livre que vous voyez là, comme un des intellectuels africains sur le continent qui soutiennent l'AES et qui se sont donné la possibilité d'écrire ce livre. Je l'ai fait aussi à cause... C'est ça aussi qu'il faut comprendre. On peut être dans, comme on appelle en anglais, the belly of the beast. On peut être dans l'antre du lion. Et puis profiter des opportunités que nous avons pour servir l'Afrique. Le plus important, c'est de ne pas oublier l'Afrique. C'est de faire en sorte que notre âme soit toujours connectée à la grande âme de l'Afrique. Donc, pour le moment, c'est ce que je peux dire. Vous aimez les régimes révolutionnaires, n'est-ce pas? Oui, j'aime les régimes révolutionnaires, mais pas n'importe quel régime révolutionnaire. C'est quoi la différence selon vous? Quand vous parlez de n'importe quel régime révolutionnaire, vous faites allusion à quoi à ce niveau-là? Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit qu'ils avaient des régimes révolutionnaires, puis ils ont fait autre chose. Ouais. Même Sassou Nguesso aussi, il faisait la révolution. Museveni aussi faisait la révolution. Tous ces gens-là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bon, comme je parle de Sankara, et ce n'est pas parce que vous êtes ici, donc pour moi, malgré les faux pas de sa gestion, pour moi, c'était l'un des grands modèles. Fidel Castro, pour moi, était un grand modèle d'une révolution qui a impacté l'Afrique et le monde. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, oui. Si vous voulez savoir si j'ai de la sympathie pour les leaders du Mali, du Niger et du Burkina, oui, j'ai de la sympathie pour eux. Beaucoup de choses, ils sont en train de faire ce qu'on a toujours voulu qu'ils fassent, mais il y a des choses qui ne sont pas en train de prendre en compte, et c'est aussi pour cela qu'on est dans les parages, pour essayer de discuter avec ceux qui peuvent leur parler. Vous voyez un peu, c'est pour cela qu'on est là. C'est une contribution en fait à la réussite de oui, cette... Oui, bien sûr, c'est tout ce qu'on fait, c'est par rapport à cela. C'est par là que nous avons commencé le débat. On va aller dans le fond de votre ouvrage, il ne nous reste pas beaucoup de temps malheureusement. Vous avez parlé des faits actuels au monde, hein, notamment les BRICS, vous avez aussi la guerre russo-ukrainienne, vous avez un certain nombre d'événements majeurs qui se développent dans le monde. Est-ce que vous pensez que le panafricanisme est la panacée? Bon, je ne dirais pas que c'est la panacée, mais c'est une vision de survie. Survie. Oui, s'il n'y a pas une conscience collective africaine, on ne peut pas vivre dans ce monde. Est-ce qu'on peut parler de panafricanisme avec la balkanisation du continent? Oui, c'est-à-dire que ce que les gens doivent savoir par rapport au panafricanisme, c'est une vision, vous comprenez? Une vision d'unité. C'est ce que Nkrumah, eh bien, les Garvey et les Dubois, Georges Padmon, tous ces gens ont essayé de faire. Parfois, quand on parle de ça, les gens pensent qu'on veut dire que tout le continent africain peut être unifié immédiatement. Ce n'est pas ce que je dis. Voilà. Mais on peut avoir des grands ensembles. Vous voyez, en Amérique, par exemple, il y a l'Amérique du Nord, et puis il y a l'Amérique centrale, et puis il y a l'Amérique du Sud, et puis il y a l'Amérique insulaire. Il y a 4 Amériques. Et l'Amérique du Nord, il y a le Mexique, le Canada et les États-Unis. Et les États-Unis sont composés de 50 États. Donc, nous, là, si aujourd'hui, avec les pays de l'AES, et qu'il y a une nouvelle unité organique qui se crée, c'est déjà une bonne chose. On aura réduit le nombre de pays qui ne peuvent pas être des pays qui peuvent fonctionner. Un pays comme le Togo, un pays comme Eswatini, comme le Lesotho ou la Gambie, franchement, qu'est-ce que ces pays-là
peut faire dans une compétition avec des pays comme le Nigeria, sur le continent africain, ou comme l'Afrique du Sud. Vous voulez parler de... Ce sont des micro-États selon vous? Voilà, donc des micro-États, pour moi, en fait, c'est des micro-États. Et vous avez le Soudan qui a été divisé en deux. Oui, ça c'est... Et depuis lors, le pays a du mal à retrouver... Oui, mais ça aussi, ce qu'il faut savoir, c'est ce que les Occidentaux ont fait. Et ça, on n'a pas le temps pour parler de cela. Donc, pour dire que le panafricanisme est la voie de survie pour l'Afrique, aujourd'hui, ce qui se passe avec les pays de l'AES, si c'était seulement un seul État, ça allait être un problème. Ils sont 3. C'est ce qu'on souhaite, que les gens travaillent de façon coordonnée, de façon dynamique. Donc, c'est ce que nous demandons. Alors, on parle de l'Union africaine qui a du mal à s'imposer. On est passé de l'OUA à l'Union africaine sous Kadhafi, on se rappelle bien dans les années 2000. Depuis lors, on a l'impression que l'Union africaine est dépassée par le cours normal des événements. Vous avez l'AES avec le terrorisme, et ce n'est pas du tout évident. La République démocratique du Congo frappée par la guerre, et ce sont les États-Unis, une fois de plus, qui sont les médiateurs. On a vu le Qatar qui a reçu les 2 chefs d'État. Est-ce là une faiblesse du continent africain, incapable de faire face à ces différents problèmes? Oui, pour ne pas perdre du temps sur cela, comme vous avez dit, on n'a pas suffisamment de temps, justement parce qu'il y a au pouvoir, dans les États africains et à l'Union africaine, une catégorie de leaders qui sont incapables, pour ne pas perdre le temps. Okay. Alors, est-ce à dire aujourd'hui que c'est ça le problème de l'Afrique, des dirigeants incapables? Des dirigeants incapables, sans vision, qui prennent le pouvoir par rapport à leurs ambitions personnelles. Et voilà, comme je ne suis pas le genre à flatter, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens apprécient le capitaine Ibrahim Traoré, c'est parce qu'il montre de la volonté de vouloir faire bien. Dans la rupture. Il montre de la volonté de vouloir faire bien dans la rupture. Dans la rupture. Avançons, vous avez parlé de la philosophie Ubuntu. C'est vrai que je veux qu'on fasse une escale là-dessus pour les citoyens. C'est quoi la philosophie Ubuntu et en quoi elle peut être utile pour le développement économique de l'Afrique? Ok. Merci beaucoup. Avant de parler de la philosophie Ubuntu, c'est une philosophie, le nom dans des langues nguni en Afrique du Sud, et puis qui est devenue populaire grâce à Mandela, Desmond Tutu, avec le succès de la transition en Afrique du Sud, de l'apartheid à la société multiculturelle et multiraciale de l'Afrique du Sud, dirigée par Nelson Mandela. Elle met l'accent, la philosophie, sur les valeurs endogènes à l'Afrique, l'humanisme, l'amour, la solidarité, le partage, l'interconnexion, l'interdépendance et la recherche du consensus, l'intégrité. Et donc, avec la crise du capitalisme et du socialisme, nous estimons que, contrairement à Nkrumah qui pensait qu'il fallait faire bâtir les États-Unis d'Afrique en s'appuyant sur le socialisme, qu'il faut revendiquer des paradigmes endogènes en Afrique. Quand on a fait l'inventaire des différents paradigmes, on s'est rendu compte que Ubuntu a beaucoup plus de charisme parce que Ubuntu a bénéficié des facteurs historiques favorables. Et donc, au lieu d'être prisonnier du consensus de Washington, ou au lieu d'être prisonnier de la vision néolibérale de l'économie, tout à l'heure c'est par cela qu'on a commencé, quand on parlait de M. Ouattara, où on vend tout, on privatise tout, l'État n'est pas impliqué et les multinationales viennent et puis occupent le pays, exploitent et les populations sont pauvres, ou encore au Sénégal où les gens mangent le pain comme ce n'est pas permis, mais les céréales sont importées. Le Sénégal mange le tchèpjen, qui est le plat de base, le riz sénégalais importé. C'est une aberration, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire où le riz est importé, que ce soit au Togo ou encore dans n'importe quel pays africain. Donc il faut donc un développement autocentré. Comment on le fait? Comme Ubuntu met l'accent sur l'être humain, qui est au cœur des politiques, et donc nous estimons que si l'être humain est au cœur des politiques, il est l'objet de toutes les politiques, on va changer de paradigme et on peut faire un certain nombre de choses. Maintenant, pour terminer sur ce point, pourquoi on parle d'Ubuntu? Parce que, pour citer Cheikh Anta Diop, Ubuntu met l'accent sur l'unité culturelle et linguistique des peuples africains, selon Cheikh Anta Diop. Ubuntu nous permet de revendiquer la civilisation égyptienne. Cheikh Anta Diop disait que l'Égyptien ancien, dans l'Égyptien ancien, on appelait l'être humain Nuit, et qui parlait de Nedo, être humain en Peul, Nit au Sénégal, et puis Ntu au Muntu dans les langues bantoues. Et c'est pour cela que nous revendiquons cela. Dans votre livre, vous avez parlé du panafricanisme qui doit être la religion politique des peuples africains. Quand on parle de religion, on parle de questions sensibles sur le continent. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être combattu par ceux-là qui sont les fervents défenseurs des religions importées aujourd'hui? Si vous permettez, avant de répondre à cette question, un élément important sur Ubuntu que je dois dire. Et donc, aujourd'hui, avec la révolution dans les pays de l'AES, et puis avec l'arrivée au pouvoir de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye au Sénégal, ou encore de beaucoup de groupes panafricains,
la Ligue panafricaine Umoja, le mouvement panafricaniste fédéraliste, la plupart de ces mouvements n'arrivent pas à revendiquer une valeur endogène. Et nous proposons donc Ubuntu qui se retrouve dans beaucoup de langues africaines. Okay. Et donc, je parle de ça rapidement. Chez vous, ici, vous appelez ça Burkindi. On appelle ça Mpuntu au Ghana, Nmamdou chez les Ibo, Abantu en Ouganda, Nité au Sénégal. Et donc, cette philosophie, qui est un concept panafricain, a la possibilité de nous redéfinir et de nous unifier. Voilà qui est bien dit. Alors, sur la question, parce qu'on est pratiquement à la fin de cette émission, j'ai parlé de panafricanisme comme religion politique en Afrique. J'ai parlé de religion. Est-ce que là, vous n'avez pas peur d'être combattu? Non, 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 le mot était clair, religion politique. Chacun peut faire sa religion spirituelle, et puis dans son lien avec Dieu. Mais c'est le panafricanisme qui doit nous unir. Donc, c'est ce que. Non, je n'ai pas peur d'être combattu. Je vous pose une ultime question. On sort un peu de l'ouvrage, même si on y est à peu près. Quelle image ou quel conseil donnez-vous à cette jeunesse africaine qui prend le désert, qui prend la Méditerranée, parce qu'ils pensent, ces jeunes-là, que l'herbe est plus verte ailleurs qu'en Afrique? Oh, bon, ça se comprend. C'est l'échec des leaders africains. Et c'est aussi la responsabilité des Occidentaux qui mettent sur pied des politiques néocoloniales et impérialistes pour que les Africains aient le sentiment qu'il n'y a pas d'espoir. Or, pour citer Thomas Sankara, il faut avoir l'audace d'inventer le futur. L'audace d'inventer le futur. L'audace d'inventer le futur, on s'arrête là, on est à la fin de cette émission. Professeur Nyaka Lagoke, un bel ouvrage, hein? Je l'ai dit, 456 pages. C'est à déguster avec beaucoup d'appétit parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et la jeunesse africaine est appelée à la lecture. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Nous vous souhaitons un bon retour aux États-Unis dans l'espoir de vous retrouver peut-être pourquoi pas installé définitivement au Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, peu importe, pourvu que vous soyez en Afrique. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour l'opportunité. On vous déroule le tapis rouge avec plaisir. Nous sommes là, nous sommes fiers d'être dans nos différents pays. Merci pour le travail que vous faites. Merci professeur. Vraiment merci. C'est nous qui avons été très heureux de vous recevoir. Merci. Ainsi prend fin l'émission de ce jour. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, amis de la révolution progressiste et populaire, on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.